écoutez, moi je vais vous parler à partir de mon travail. Mon travail, effectivement, auprès d'adolescents en grande errance, auprès de sujets réfugiés aussi. Pourquoi auprès de sujets réfugiés? Pour deux raisons principalement. C'est que quand on travaille au lointain, comme je l'ai fait à Bamako, comme je l'ai fait à Pointe-Noire, comme je l'ai fait à Ouagadougou, on rencontre ce qu'on appelle un peu comme ça bizarrement les exilés de l'intérieur, qui viennent pas de nulle part, parce que personne ne vient de nulle part. Ils viennent de la guerre, la plupart du temps, mais ils figurent de nulle part. L'intervention précédente était une très grande finesse. Et puis, à Villévrard, on continue à avoir une petite présence, comme ça. Je fais partie d'une équipe qui s'appelle Psychiatrie Précarité. Alors, ça va faire 2 ans, je les accompagne parfois, que cette équipe Psychiatrie Précarité, c'est pas à TD Carmont qui les appelle la plupart du temps. C'est pas Emmaüs, c'est pas au Captif La Libération, c'est pas Aurore, c'est pas toujours les SAMU sociaux, et c'est souvent les lieux où transitent des réfugiés que je rencontre avec lesquels je parle. Alors, il faut aussi savoir, parce que moi j'aime la précision, c'est comme ça, d'après les chiffres des hauts commissariats aux réfugiés, de façon générale, que la majorité des réfugiés ont moins de 18 ans maintenant, et il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont dans ces conditions de réfugiés. Donc il y a un mouvement peut-être dont on ne comprend pas, c'est vrai, dont on ne comprend pas l'ampleur. Et ce que j'ai dit là sur Dublin, etc., j'en parlais parce que pour une réunion comme ça, entre guillemets scientifique, avec le défenseur des droits, avec Jacques Toubon, il est en train d'établir vraiment le catalogue de toutes les façons que nous avons dans les pays européens à ne pas respecter les traités concernant les réfugiés. C'est une façon assez générale. Il se peut que l'Allemagne soit un peu plus éthique ou un peu plus logique. Voilà. Bon, c'est un phénomène d'ampleur sans précédent, on l'a dit. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps on aura le droit d'être égoïste, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être stupide par rapport à ça. Voilà. Mais je vais vraiment centrer mon travail sur le thérapeutique. Je ne vais pas redoubler ce qui a été dit, ce serait absurde. Bon, je vais recentrer sur le thérapeutique. Alors, la question de l'étranger, c'est pas toujours la question de la personne qu'on dit étrangère. C'est bien que chez Freud, la question de l'étranger, c'est une vibration au cœur de la psyché. C'est bien par ailleurs, par exemple, si on prend le texte de Manoni, je sais bien, mais quand même, que le sujet peut se rendre un peu étranger à son savoir, il peut se rendre un peu étranger à sa croyance, pour pouvoir explorer l'autre scène. Je sais bien, mais quand même, ce qu'on appelle l'autre scène. Je sais bien que, voilà, les masques sont des masques, mais quand même, il y a une insistance de l'autre. C'est pas métaphysique, ça, c'est l'autre scène. Et je dirais, qu'est-ce qu'on essaye de penser avec des nuances? Très bien. Sinon, on ne peut pas penser. Par exemple, exilé étranger, il y a des enjeux de la cure. C'est pas du tout de résorber le fait que le sujet soit étranger, c'est qu'il arrive à l'être enfin. C'est qu'il arrive à être enfin étranger à ses assignations, à ses croyances, afin qu'il arrête d'être pris dans la paranoïa ordinaire qui nous accable, bien sûr. Donc, si je... Voilà. Et c'est très difficile. Les réfugiés que je rencontre, ils viennent tous, ou à peu près tous, de la guerre. Pas
s'étonner. Vous savez combien il y a de pays dans le monde qui ne sont pas du tout en guerre? Prenez vos deux doigts, vos deux mains, vous comptez vos doigts et vous avez la réponse. Il y a 10 ou 11 pays qui sont considérés comme n'étant pas en guerre. L'Occident, il est en guerre. Il a déplacé la guerre à l'extérieur de ses frontières. Il est en guerre, nous sommes en guerre. Nous enlisons au Mali, nous sommes en guerre. Donc c'est absolument absurde de penser que nous vivons une époque de paix. Nous vivons une époque où les guerres étaient déplacées en dehors de nos frontières. Et c'est ça qui nous rappelle. Voilà ce qui nous rappelle. Alors bien sûr, on peut imaginer arriver ça, parlons de la guerre des cultures. C'est pas la guerre des cultures, c'est uniquement. Et il y a une autre forme de guerre, qui est, que rappelait Georges Desmarais, c'est la guerre contre les capacités métaphoriques des langages. Là aussi, nous sommes en guerre. Nous le voyons très bien. Quelles sont les sciences humaines qui c'en est une, je pense par exemple à l'université. Quelles sont les sciences humaines qui misent sur le fait que la puissance poétique n'est pas simplement confiée à quelques gens d'inspiration, mais qu'elle a à voir avec le tissage du rêve, le tissage des formations de l'inconscient. Quelles sont les sciences humaines qui misent sur l'évidence poétique du langage humain? Psychanalyse en anthropologie, elles sont ratatinées dans les facs. Donc vous voyez que ce qui se passe actuellement, c'est une guerre contre l'étranger, le processus d'être étranger, y compris à soi-même. Cette guerre aussi, elle se mène. Je voudrais rappeler, enfin, sans doute vous le savez, que jusqu'au XIIIe siècle, étranger, c'était un verbe pronominal. C'était d'abord un verbe pronominal. Je m'étrange. Voilà. C'est pronom... c'est pas le dire pronom... Enfin, c'est un verbe pronominal. Voilà. Bon, ben, en plus, c'est malin parce que je suis filmé, mais bon. On va couper avec l'invention de l'amour courtois. C'est-à-dire la fabrication de déclarations d'amour à de l'autre. Et à une autre, et à une autre scène. Hein. Et que c'est au moment où, après la bataille d'Azincourt, ben on se met à douter, au fond, des capacités de puissance, de métaphore de la langue, avec un auteur qui s'appelle Chartier, qui écrit quadrilogue affectif. C'est à ce moment-là aussi que l'amour courtois perd un peu de son lustre, parce que ce qu'écrit Chartier, ben c'est la belle dame sans merci. C'est à la fois une farce, et puis c'est à la fois quelque chose qui dit qu'au fond, dans l'amour courtois, on ne joue pas le jeu, et s'installe à la place des rapports de force. Donc, c'est vrai que je vais vous parler de ce que je fais, mais on est dans un contexte qui est très très précis. Voilà. Où effectivement des gens viennent de la guerre, des gens viennent de la destruction, ils sont accueillis dans un monde qui désespère de la capacité métaphorique et poétique du mythe et du langage. Et ça, c'est peut-être pas très récent, mais c'est quand même pas si ancien. Enfin, c'est pas très récent, d'accord, mais ça s'accentue bigrement. Bon, ça c'était le préambule. Alors, le deuxième point, je voudrais parler de l'invention freudienne. J'y tiens, évidemment, je suis psychanalyste. Alors, enfin, pas ici, pas quand je vous parle. Non. J'y tiens. Non. Eh bien, Freud s'interroge, comme tous les gens de son époque, et pas uniquement avec l'hystérie, il s'interroge aussi avec la mélancolie, il s'interroge aussi avec l'anorexie, il s'interroge aussi avec la paranoïa, les grands thèmes. La névrose de contrainte qu'il va transformer à ce qu'on pourrait appeler le corps étranger. Qu'est-ce que c'est qu'un corps étranger dans le psychisme? Voilà. D'où un intérêt sur la question du clivage, d'une relecture de la mélancolie qui n'est pas liée seulement à un excès, mais une espèce d'excès de la perte.
c'est l'hémorragie interne dont il parle, pour parler de la mélancolie. Donc, le corps étranger, est-ce qu'il faut le mettre en scène comme Charcot, l'exorciser? L'étrangeté du sujet, son étrangéisation, ça c'est intéressant, ça intéresse Flournoy, qui s'intéresse à l'exil d'une voyante, des uns de la planète Mars, par exemple. Mais qu'est-ce qu'elle en fait, elle, la voyante? Ben, elle en fait un joli cadeau à Flournoy. Tout, c'est déjà pas mal. Bon. Je pense qu'un des premiers jalons importants de la pensée freudienne sur le corps étranger, justement, lorsqu'il nous dit qu'il faut arrêter de considérer que le corps étranger est incapable de métamorphose. Par exemple, en 1893, 95, il écrit cela: l'organisation pathogène n'est pas réellement comme un corps étranger. Körper, mais plutôt comme une infiltration. La thérapeutique ne consiste pas à extirper ce qu'aujourd'hui encore elle ne saurait réaliser, mais s'efforce, la thérapeutique, de faire cesser la résistance pour permettre aussi la libre circulation dans une voie jusqu'alors barrée. On va dire, c'est étroitement métapsychologique. Mais transposons juste cette phrase, disons, dans un domaine politique. Réfléchissons à ça. Donc, la thérapeutique ne consiste pas à extirper ce qu'aujourd'hui encore elle ne saurait réaliser, mais s'efforce de faire cesser la résistance pour permettre aussi la libre circulation dans une voie jusqu'alors barrée. Par exemple, une phrase qui me permet de comprendre ce qui a été dit, que l'inconscient est le politique. Alors non plus expulsion, mais libre circulation, par la libre association. À ce moment-là, il s'agit évidemment de retrouver dans l'intime l'étranger non pas comme un parasite, non pas comme un intrus, mais comme une formation, pas pareil, une formation interprétable, qui peut se décompléter dans le transfert. D'ailleurs, dans l'attente anxieuse d'un autre, un transfert. C'est pas mon analyse, c'est papa ou maman, etc. Ça, c'est pas ça uniquement. Le transfert, c'est d'abord l'attente anxieuse d'un autre. Une des premières définitions de Freud du transfert. Donc se déplie dans l'attente anxieuse qu'il y a d'étrangers en moi pour être capable d'une métamorphose. Alors, d'une certaine façon, Freud nous défascine. Il nous défascine, il nous déjalouse. Employer cette expression, il nous déjalouse de l'étranger et il nous amène à nous confronter avec l'étrangeté. Ah, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'est-ce que nous défascine pour que pourraient causer tous les clivages. Il nous défascine pour la fascination, il nous défascine de cette espèce d'omnubilation que nous pouvons avoir pour l'étranger, tout en indiquant à certains moments, par exemple c'est assez net dans le texte sur l'inquiétant, difficilement traduisible, l'inquiétant d'étrangeté, l'inquiétant difficile. Parce que le un et le heimlich, ce mot-là,
Jeannie est beaucoup plus germaniste que moi, mais bon, voilà comment je ressens les choses. C'est que, et comme je l'ai dit, c'est que unheimlich, on voit quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui frémit. C'est un processus. C'est pour ça que traduire par l'inquiétant, c'est pas mal. Parce que l'inquiétante étrangeté, on a l'impression que ça catégorise de trop. Hein, et dans l'unheimlich, alors disons l'inquiétant, très prudemment. Freud nous indique aussi que fabriquer de l'étranger, ça permet aussi de sortir de la peur psychotique du double. Voilà. Alors voilà, la peur psychotique du double n'est pas socialisable, la peur de l'étranger l'est, oui, mais à quel prix? Et quel travail de la culture nous permettrait de supporter l'étrangement? Parce que ce sont ça les questions qui comptent. Alors, peut-être qu'elles sautent plus aux yeux, quitte à nous aveugler, aux oreilles, quitte à nous assourdir. C'est bien qu'on peut avoir des yeux pour pas voir ce qu'on croit, pour pas voir ce qu'on entend, finalement. Voilà. Enfin, ils ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour pas entendre. C'est que parfois, ce qu'on appelle le regard clinique, c'est pour pas voir ce qu'on entend. Bien, c'est bien que le renversement de la position de l'étranger est quelque chose qui est un petit peu difficile. Voilà. Quand nous avons en face de nous des sujets qui vont être catégorisés comme étrangers. Des sujets qui vont être catégorisés comme étrangers. Je veux dire par là que quand nous avons en face de nous qui viennent nous parler, voilà, des sujets qui viennent, on va dire comme ça, d'Afrique, et que la formulation est maladroite, oh là là, ou du Moyen-Orient, voilà, qui viennent nous parler. Bien, la tentation est naturellement, moins d'être sans curiosité, la tentation est naturellement vive de vouloir constituer à la va-vite, la plupart du temps, un savoir sur, on appellerait leur identité. Un savoir sur ce qu'on appellerait leur théorie de la maladie. Alors, si on va un peu plus loin, un savoir sur ce que on pourrait nommer leur théorie du mal. Il se peut très bien qu'ils soient en état de bouleversement dans cette bonne vieille culture européenne, où hélas tout le monde ne connaît pas par cœur son Victor Hugo. Qu'est-ce qu'on appelle le mal? C'est ça qui est en état de bouleversement. Et bien sûr, pour revenir au sujet que je rencontre, bon, je ne vais pas dire patient si ça m'arrive, c'est une erreur, bon, comme ça. C'est même pas là-dessus, c'est une erreur. Mais le sujet qu'on rencontre, on aimerait faire de ce qu'on imagine être leur culture la cause déterminante des problèmes qu'ils présentent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais supposer à l'extrême, comme cela a été fait, qu'il y a un inconscient ethnique, un inconscient culturel, un inconscient, je sais pas moi, berrichon, malgache, chinois, pose de redoutables problèmes. Et quel problème cela pose? Ça pose le problème de faire de la personne un produit fini. On peut mettre de sa culture. Non. Mais surtout de faire de la personne un produit fini. Ça.
C'est ça qui pose problème. Pour autant, bien sûr, ça a droit de citer. C'est-à-dire que ce n'est pas indélicat, indiscret de parler avec la personne, non pas de sa culture avec un grand S, un grand C, mais des moments de sa vie où il lui a semblé qu'il avait droit de citer dans le monde de son enfance et de son adolescence. Les rituels, par exemple. À cela près qu'à la différence de l'anthropologue d'autrefois, qui partait en voyage au lointain, rencontrer des sujets intacts de toute contamination par l'Occident, et qui pensait qu'il allait comme ça pouvoir tout comprendre, même d'un anthropologue comme Gezaroheim, qui s'installe à Port-Moresby, qui va dans les îles Trobriand et qui écrit complètement désabusé à Vilma Kovacs. Je suis déçu, très déçu, parce que je pensais que les gens que je rencontre allaient faire des rêves extrêmement exotiques. Hélas, ils ne rêvent que de moi. Effectivement, on fait partie et du tableau clinique et du tableau anthropologique. Mais à ceci près, dirais-je, que les réfugiés que j'ai rencontrés en Afrique ou à Neuilly-sur-Marne, ou ces exilés qui, dans mon cabinet de psychanalyste à Paris, viennent me voir pour eux-mêmes et parfois pour leurs enfants, sont des sujets énormément marqués par l'histoire, énormément marqués par le politique. Et qui, par exemple, je vais citer là, ça se fait parfois un petit peu de clinique, par exemple. Oui. Bon. On va essayer, parce qu'on peut. J'ai quand même donné un exemple, j'avais plein d'autres, mais je l'ai gardé dans mon sac à malice. Bon. Cette adolescente, voilà, qui nous vient, qui dit je viens du Maghreb. Bon, très bien, elle vient du Maghreb. Elle dit qu'elle vient du Maghreb. Bon, d'accord. Et ses parents, voilà, ayant eu mon nom en téléphonant à Alger, je travaillais à Alger, à Paris, téléphone à Alger, vous allez voir d'où ville, bon, me confie cette gamine qui, dit-elle, est anorexique. C'est vrai qu'elle est très maigre. Bon. Et voilà, je suis anorexique et on lui a appris dans un cours d'évangélisation ethnopsychiatrique que être anorexique, c'était rejoindre le prototype de la femme occidentale. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit d'être une femme occidentale en étant anorexique? On dit, mais on va parler d'autre chose que de votre anorexie. Puis elle fait un drôle de rêve où elle se vit, elle vit son corps comme une plaque, une stèle. Je me dis, c'est quand même... Et puis, cette stèle devient un voile. Bon.
Elle me dit, j'ai pas eu le temps de parler du voile. Je dis, mais vous en rêvez. Mais vous en rêvez comme ça, dans le mouvement, stèle devenant un voile. Alors, peut-être ça peut s'interroger, parce qu'une stèle, tout c'est plutôt au cimetière. Et oui, ben dans ma famille, il y a une femme qui est au cimetière, qui était sa tante, et qui, dans une sordide affaire que je ne vais pas détailler, est morte suite à des violences, on dit conjugales, et qui est morte défigurée. Bon, voilà, je le dis. Voilà. Et on va parler de ça pendant quelques séances. Okay. Il lui vient à l'association, parce qu'elle était sensible à cela. Moi, je n'ai pas envie de parler tout de suite du voile comme du voile musulman. Dans le fil du rêve, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Elle était sensible à cela, que ce voile était très beau. Et elle se demande, mais est-ce qu'on a recouvert d'un très beau voile le corps de cette tante qui pour elle était l'idéal féminin? L'interprétation qu'on construit, tout ça, c'est qu'elle fait de son corps anorexique le voile qui recouvre enfin et qui redonne enfin de la féminité au corps défiguré de cette tante, hein, d'où le passage de la stèle au voile. Continuez à travailler avec moi pendant plusieurs mois, presque un an. Son anorexie a disparu. Mais ces questions bigrement apparues. Je crois que dans notre exercice clinique, des rencontres de cet ordre, nous en connaissons, nous en avons connu, nous en connaîtrons. Il me semble, pour aller vite, cela m'étant un peu demandé, que cet exemple, je considère du reste comme un travail banal, pas pour elle, pas pour moi, je veux dire, bon, voilà, c'est le boulot d'un psychanalyste, explique peut-être que j'essaye de faire vibrer à la hauteur de la phrase freudienne. Il s'agit pour le sujet de se rendre capable d'un certain étrangement à ces stéréotypes d'étranger. Voilà. Être étranger, enfin, c'est ne pas être figé à la position de l'étranger, mais être capable de jouer avec la vibration d'étranger. En cela, et je me permettrai de terminer là-dessus, en cela donc, nous rencontrons des jeunes gens, des jeunes femmes, des enfants maintenant, des hommes, des femmes, qui, loin de s'identifier à un lieu, s'identifient à un parcours. Cela ne devrait pas inquiéter ceux qui misent sur la psychodynamique. Mais ils s'identifient à un parcours d'une façon précise. Et je me permettrai de dire que pour beaucoup, ce n'est pas tant qu'ils quittent un lieu pour arriver dans un autre, que le fait qu'ils quittent une catastrophe affectant le lieu pour arriver dans un lieu où ils n'ont pas droit de citer. De sorte que la situation analytique est une situation qui est de lien social, ça Lacan nous l'a dit, mais qui restaure peut-être une communauté humaine minimale où peuvent se faire jour des traits d'humanité qui, sans assigner le sujet une appartenance ou un destin, lui donnent comme tâche souriante de jouer avec les vibrations d'étrangers destinées non à la clôture mais au transfert. En cela,
Et c'est avec ça que je termine. Si je retourne donc à ce traitement inouï que Freud a fait de l'étranger, parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on va appeler le premier Freud, puisque c'est la mode, il y a le premier, deuxième, troisième Freud, etc. Il doit y avoir... Lacan aussi, on le découpe en rondelles. Bon, ce qui m'intéresse, par exemple, dans le manuscrit K, janvier 1896, pas uniquement que Freud réinvente l'hystérie ou la névrose obsessionnelle, c'est qu'il décide de ne plus traiter la formation pathologique comme un corps étranger. C'est ça qui m'intéresse le plus. Il emploie, pour parler de la paranoïa, un terme absolument extraordinaire, l'Unglauben. Okay. Aussi, c'est difficile de traduire ça. C'est pas l'incroyance. C'est pas l'incroyance comme on parlerait de l'athéisme. L'athéisme étant généralement une ruse pour multiplier le nombre de Dieu en disant qu'il n'existe pas. C'est autre chose. C'est une incrédulité, pas le tout obsessionnelle. Alors voilà, il dit c'est pas. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Eh bien, c'est l'incroyance dans ce que peut apporter le premier autre, le Nebenmensch. Une incroyance, une méfiance. Et ce temps de méfiance, Freud, évoquant, je dis pas cuisant, mais évoquant l'ancienne clinique psychiatrique française, du balancement entre mélancolie et persécution, dit, cela peut amener deux formes de délire. Un délire qu'il appelle mélancolique, où le sujet prend sur lui le reproche « je ne crois pas en l'autre parce que je n'arrive pas à faire tenir l'autre ». C'est le reproche qu'ensuite Lacan a radicalisé parlant de la mélancolie. Le mélancolique s'accuse du suicide de l'autre. Et c'est déjà en linéament, vraiment, dans le manuscrit de 1896. Le sujet ne croit pas en l'autre et s'accuse de ce que l'autre ne tienne plus. S'accuse de cela. C'est sa faute. L'autre étant le délire paranoïaque. Je ne crois pas en l'autre parce que l'autre est trompeur. Ce mécanisme est censé être un mécanisme primaire chez Freud. Mais je serais presque tenté de dire que ces expériences particulières d'exil, où le sujet est sans droit de citer dans quelques liens que cela puisse s'offrir à lui, le ramène à l'épreuve d'un Unglauben, avec peut-être pour la majorité compacte, eh bien, l'attitude paranoïaque du clivage. Et voilà, on dit, il ne croit pas en ce que nous croyons. Donc, c'est dangereux. Et peut-être pour d'autres, qui sont sans droit de citer, l'attitude mélancolique, c'est peut-être de ma faute si ma culture m'a lâché. Je pourrais développer sur le fait qu'à ce moment-là, le sujet trouve des compensations, trouve des aménagements éphémères, à nous présenter par exemple les objets dont il ne se sépare pas, qui sont des objets qui témoignent qu'un drame s'est joué, ces gilets de sauvetage sur lesquels ils écrivent leur nom, ce petit bonnet du camarade afghan tué par les talibans sous les yeux de la personne, ce boubou africain prélevé sur le corps de la mère découpé à la machette, etc., etc. Et que ces objets, ils le signent, ils écrivent quelque chose, ils mettent une lettre, parfois leur nom. Mais que cette signature, cette lettre ou ce nom, n'est pas comme la signature d'un peintre qui parachèverait un tableau. C'est plutôt la coalescence d'une trace, d'une voix étouffée, qui attend de reprendre corps, qui attend de reprendre chair, et qui attend de vivre dans le tissu des paroles, entre l'analysant et l'analyste, entre le sujet et le thérapeute, de retrouver une polyphonie féconde pour que la vibration d'étranger ne soit pas une stigmatisation,
à la condition de rebut. Voilà, merci.